bonjour à tous ceux qui sont connectés sur notre site pour suivre encore un nouveau numéro de cette émission. Alors à mes côtés, j'ai un nouvel invité, Monsieur Dori Mdoumbi, à qui je dis bonjour. Bonjour. Voilà, Monsieur Dori, vous êtes consultant en informatique et professeur en sciences économiques, ancien cadre de l'UDPS et de la RCDN, candidat à la députation en 2011 à la FUNA. Alors, moi, je voudrais savoir juste en 5 mots, petit mot, pourquoi avoir échoué? D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Ensuite, je voulais saluer les téléspectateurs qui vont nous suivre via votre site internet et sur les sites de 7 sur 7. Vous êtes sans ignorer que les élections en République démocratique du Congo ont été émaillées de pas mal des irrégularités, que ce soit au niveau de l'élection présidentielle ou au niveau de l'élection législative. Et d'ailleurs, on parle de l'élection. Pour moi, il n'y a pas eu d'élection parce que le président en place, comme il est le président des fêtes, on peut l'appeler ainsi, a été nommé par la commission, par la CENI. Et ensuite, les députés qui sont sortis, vous avez vu que dans un premier temps, ils ont été nommés par la CENI et ensuite les autres ont été, je dirais, cooptés ou renommés par la Cour suprême de justice. Vous dites on a échoué. Je ne pense pas qu'on a échoué parce que les élections étant irréguliers, les résultats étant contestés, nous ne pouvons pas parler d'échec. Ici, on est dans le cadre d'un hold-up électoral, que ce soit au niveau de la présidence ou au niveau des législatives. Nous, on considère qu'on a gagné ces élections parce que nous avions des PV, nous avions des preuves, nous avions des témoins. D'ailleurs, on ne va pas passer la soirée là-dessus, mais bon, il y a des rapports qui sont sortis, on ne va plus revenir là-dessus. Juste pour terminer, mais jusqu'à ces jours, il y a certains plis qui n'ont même pas été, comment dirais-je, dépouillés, que ce soit au niveau de la présidentielle et au niveau des législatifs. Moi-même, au niveau des FUNA, j'ai eu des PV qui ont été trimballotés à travers la FICIN, qui n'ont même pas été comptabilisés. C'est pour ça, d'ailleurs, moi et certains de mes amis, nous n'avons pas jugé utile de faire un recours au niveau de la Cour suprême parce que justement parce que malgré les irrégularités, ça n'aurait rien changé. Le rapport dit aussi que ça n'aurait pas grand chose. Ça veut dire que si vous avez échoué, donc vous aurez toujours échoué, c'est ça? Mais non, on n'a pas échoué parce qu'ils ont commis des irrégularités, ils ont fraudé. Je ne vois pas pourquoi, s'ils ont fraudé au niveau de la CENI, ils allaient changer leur cheval de bataille au niveau de la Cour suprême. La Cour suprême... Mais pourquoi vous n'êtes pas allé à la Cour suprême? Parce que ça n'allait rien changer effectivement en termes de résultats, en termes d'honnêteté, en termes de loyauté. Parce que cette Cour-là, il faut le savoir, il faut que vos téléspectateurs le sachent, a été nommée quelques mois avant les élections. Bon, donc on ne peut pas être à la fois juge et partie. La Cour ne peut pas déjuger la personne qui l'a nommée. Il faut être... Au final, si réellement ça n'aurait rien changé, acceptons tous ensemble que c'est l'autre parti qui a gagné, finalement. Non, nous on n'accepte pas. On accepte qu'il est président de fait, parce que c'est la réalité. La réalité, il y a un président aujourd'hui en République démocratique du Congo, même s'il est contesté, mais il y a un président. De deux, il y a un parlement, et d'ailleurs, je suis même très à l'aise pour dire que je préfère échouer, être en dehors de ces parlements-là, que d'être dans ces parlements-là avec ces députés qui sont là. Je ne vous citerai pas les noms, mais vous verrez que ces parlements, il n'en sortira rien de bon jusqu'à la fin de la législature. Donc vous êtes d'accord pour ceux qui ne veulent pas siéger? Oui, moi j'ai toujours préconisé le fait de se faire enregistrer au niveau du Parlement, mais de ne pas siéger, parce que je vois pas, on va siéger pour faire quoi? Parce qu'on conteste les résultats, et on sait très bien qu'est-ce qui va se passer. On ne va pas aller cautionner un Parlement qu'on conteste. Donc nous, le problème était de se faire enregistrer parce qu'il y a certains députés, malgré les tricheries massives, ça n'a pas été possible de pouvoir les invalider. Donc, ils ont été obligés de le faire passer, de le faire élire. Donc, c'est là, par respect du peuple, de la population, ils peuvent se faire enregistrer.
mais je ne vois pas en quoi ils peuvent... Mais ne pas siéger, c'est quand même un manque de respect pour ceux qui vous ont voté. Siéger, c'est aussi un manque de respect pour ceux qui ont constitué ces faits. Pourquoi on doit les siéger? Donc, vous savez, mais quelle est votre crainte? Pourquoi vous ne Non, c'est pas question de crainte. C'est pas question de crainte. C'est question du respect, comme vous dites, du respect du peuple. C'est aussi question du bon sens. Vous savez, moi je donne cours. Hein? Je donne cours. Quand j'attrape un étudiant en train de tricher, je ne vais pas lui dire tu vas réussir avec ceci. J'annule son examen. Ça doit être dans le même... Les élections ont été frauduleuses. Je ne vois pas en quoi mais les choses doivent tourner. C'est un pays, ça doit continuer. Ça doit continuer et ça continue. Ça fait 6 mois que le Parlement est là. Qu'est-ce qui en sort? C'est quand même triste parce que quand on regarde du temps de Mobutu, l'UDPS n'avait que 13 sièges, mais il a pu faire des grandes choses sur les 500 d'ailleurs, et il a pu obtenir l'autorisation pour d'autres partis, et voilà tout un tas de choses. Mais vous avez 51 sièges. Non, il ne faut pas confondre d'abord... 51. Il ne faut pas confondre. J'ai jamais été un mobutiste, mais bon, il ne faut pas confondre non plus les serviettes et les torchons. Il ne faut pas comparer les régimes. L'opposition reste la grande opposition de Tshisekedi. L'UDPS reste toujours un grand... Non, l'opposition congolaise est multiple. Il n'y a pas que l'UDPS, il y a l'UNC, il y a le parti de Kengo d'ailleurs qui crée à chaque fois un parti à la veille des événements politiques ou à la veille de chaque élection, il crée toujours un parti politique. Il y a des partis, hein, il y a des partis d'opposition. Ici, ce que nous disons, c'est qu'avec une cinquantaine de députés sur près de 500, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais avec les 13, ils ont accompli des miracles, on va dire. Non, il faut pour pas. que 51 n'arrive pas à en faire. Je ne sais pas si vous êtes chrétien, vous pensez 13 apôtres ou 12, enfin je ne sais pas, mais ça n'a rien à voir. Ici, le contexte est différent, la situation n'est pas la même. Ici, on a affaire à je dirais même à des gangsters politiques. On a des vrais gangsters politiques. Hein. Vous savez très bien que ce soit au niveau de l'opposition ou de la majorité, nous n'avons pas vraiment d'hommes politiques aujourd'hui au Congo. Si vous en avez, vous m'en donnerez quelques noms, comme ça va élargir mes connaissances. Mais pour moi, actuellement, d'ailleurs c'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que j'ai été candidat, c'est pour ça que je le serai encore. C'est pour ça, j'arrive, c'est pour ça que je serai encore candidat. C'est aussi pour renouveler la classe politique congolaise aujourd'hui. Si vous aviez été élu, qu'est-ce que vous nous aurez rapporté? Beaucoup de choses. De toute façon, on ne peut pas faire pire. Avec la situation actuelle, on ne peut pas faire pire. Moi, il y a quelques thèmes de prédilection, comme on dit. Il y a quelques thèmes que j'aurais pu développer dans ces parlements. Par exemple, la double nationalité. Je milite pour la double nationalité. Parce que vous-même, vous êtes dans ce cas-là, vous militez pour vous-même. C'est une façon de militer pour soi. Je suis congolais, au cas où vous ne le saurez pas. Et les étrangers avec qui sont une nationalité en plus. La nationalité en plus, vous savez, je sais qu'il y a certaines questions qui sont très sensibles dans notre pays. Vous me parlez de ma nationalité, ça me fait un peu sourire, parce que je me rappelle bien en 1997, lorsque l'AFDEL est entré en République démocratique du Congo, je me demande, le président actuel avait encore quelle nationalité? Je ne sais pas si vous pouvez encore m'en rappeler. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y a un certain James Kabarebe. Vous connaissez James Kabarebe, rwandais de son État, qui a été jusque chef d'État-major de la République démocratique du Congo. Et Joseph Kabila a été son second. Alors quand on me parle de la nationalité, c'est pour que ça n'arrive plus qu'on a... Mais pourquoi vous voulez seulement que maintenant ça n'arrive pas? Au moment où aujourd'hui, un grand homme politique congolais, qui se présente comme congolais, Kengo Adondo, 5 fois Premier ministre de Maréchal Mobutu, lui-même a quoi des Congolais? Parce que son père est polonais, sa mère est burundaise, c'est là quoi des Congolais? Et j'en connais comme ça. Il y a des ministres. Hein, Francis Kalombo, il a quelle nationalité? Pourquoi vous ne demandez pas à ces gens-là? Bologna, qui vient d'être renommé par la Cour suprême, il a quelle nationalité? D'ailleurs, on l'appelle indien, enfin, dans le bon sens du terme. Hein, cela s'entend. Mais vous voyez, donc c'est un faux problème. De toute façon, une double nationalité, ça ne peut être qu'un plus pour un pays.
Ça ne peut qu'être... Qu'est-ce que ça nous rapporterait? Ça nous rapporte, par exemple, de pouvoir bénéficier de l'expérience, des connaissances de nos compatriotes qui ont, pour des raisons X, Y, Z, ont acquis une autre nationalité. Je ne vois pas en quoi, si aujourd'hui, M. Joseph, congolais de son État, pour l'effet d'avoir changé de nationalité pour des raisons bien précises, on va se priver de cette richesse, de cette expérience. Je ne vois pas... En dehors de ça, vous avez quand même prévu autre chose? C'est-à-dire prévu autre chose? À part la nationalité. Non, bien sûr qu'il y a des programmes. D'abord, mon programme, c'est le programme économique, étant donné moi-même économiste de formation, c'est pouvoir refonder l'économie au niveau du Congo. La mentalité, d'abord la mentalité, l'éducation, la formation. Comment vous allez faire avec la mentalité? Parce que la mentalité, elle se trouve dans la tête de quelqu'un. La mentalité, d'abord, le point essentiel, où on peut démarrer, c'est dans l'enseignement, la formation. C'est pas parce que moi-même je donne cours aussi que je développe ces thèmes-là, mais commencer à refonder... Le budget de l'État, monsieur, le budget de l'État a prévu 0,3, je crois, pour l'éducation, quelque chose comme ça. Donc, ça, vous me donnez raison. On ne sait rien faire avec ça. Vous me donnez raison dans ce sens que on est en face de nous, où nos gouvernants, je ne vais pas critiquer, mais c'est des aventuriers parce qu'ils ne savent même pas concevoir un budget sérieux pour un État. Notre pays a une capacité que ce soit en termes de recettes fiscales ou en termes de richesses, de minimum 100 milliards de dollars. Si on veut travailler de manière sérieuse, si toutes les richesses de la République démocratique du Congo reviennent aux Congolais ou au Congo, on peut avoir au minimum 100 milliards de dollars. Et dans ces 100 milliards de dollars-là, si vous mettez 20%, vous les dédiez à l'éducation, je crois qu'on peut faire des merveilles. Or, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Les budgets ou les richesses du Congo, c'est comme si on les mettait dans une poche trouée. Donc vous mettez dessous et tout tombe. Ça ne bénéficie ni au pays ni à la population. C'est des prédateurs qui sont là, nationaux et internationaux, qui sont en train de piller les pays actuellement. Vous pensez que vous aurez fait mieux? On ne peut pas faire pire. On ne peut pas faire pire. Je crois que je ferai mieux que ce qui est fait aujourd'hui. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en République démocratique du Congo, vous pouvez vous imaginer une ville comme la ville de Kinshasa, la capitale du pays. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a même pas... le chômage est à 80%, je crois. Et il y a un rapport qui est sorti la semaine passée où on fait état de 93% de la population de l'Équateur qui vivent sous le seuil de la pauvreté. N'en parlons pas d'autres provinces, que ce soit au Kasaï où il y a des minéraux. À l'Est, ce n'est même pas la pauvreté, mais la misère, et la guerre, et tous les troubles qu'il y a de ces côtés-là. Donc vous voyez, faire pire, on peut pas. On ne peut que si quelqu'un a de la... Parce que le problème du Congo, c'est avoir la volonté politique. Non seulement la volonté politique, mais le courage politique aussi. Or, ce sont des caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans l'homme politique congolais. Voilà, on va un peu parler de l'Est, la région sensible du Congo. Que pensez-vous de ce qui se passe? Ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, aussi longtemps qu'il y a des troubles à l'Est du Congo, la MONUC aura sa justification. Donc, aussi longtemps qu'il y a des troubles à l'Est, le Congo est à pacifier. Or, si le Congo est à pacifier, la MONUC trouvera sa justification. Elle est déjà sur place. Mais raison pour laquelle, vous imaginez si aujourd'hui, la MONUC plie bagage, où est-ce que vous allez caser 20 000 soldats de la MONUC? Vous savez qu'il y a toute une administration qui est en République démocratique du Congo, soi-disant pour promouvoir la paix. La paix qu'on attend toujours d'ailleurs. Donc vous voyez, tout ça, c'est par manque de la volonté politique, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est la manque c'est le téléphone qui perturbe. C'est la manque de la volonté politique pour résoudre ces problèmes. Mais donc, ce manque de volonté, c'est du côté de la MONUC ou du côté congolais? Non, vous savez, le problème congolais est très complexe. Il y a d'abord des incompétences au niveau de nous-mêmes congolais,
mais il y a aussi de mauvaise foi au niveau international, je veux dire. D'abord, la communauté internationale n'a pas parce qu'elle est cette sur volonté. Place, il y a toujours des viols, il y a tout. Voilà. Donc la communauté internationale n'a pas cette volonté de mettre un terme au massacre qui se déroule, qui se perpétue à l'Est. En même temps, on n'est pas là pour ça, mais pour sauver les réfugiés peut-être, pour aider les réfugiés, n'est pas là pour intervenir. Si vous regardez... Sa mission... la mission de la MONUC, c'est pour, d'ailleurs c'est dit, hein, pour la paix, c'est pour mettre la paix en République démocratique du Congo, et ils ont une mission combattante. Ils peuvent en cas vraiment extrême. Non, pas extrême. Ils ont cette obligation, ils ont cette mission de pouvoir pacifier. Et d'ailleurs, ils le font dans quelques contrées, ils le font. Non, ils ont cette mission, mais seulement, c'est cette volonté politique qui manque. C'est mettre le maximum de moyens pour éradiquer une fois. Mais les moyens sont déjà mis. Non, les moyens sont là, mais ils ne sont pas dédiés à cette cause-là. Il y a, bien sûr qu'il y a plus de 20 000 soldats de l'ONU au Congo, mais ils sont où? Ils sont cantonnés à Kinshasa. Est-ce qu'à Kinshasa, il y a la guerre? Il n'y a pas la guerre. Ils sont cantonnés, ils sont un peu partout, sauf là, on a besoin d'eux. Sauf là où il y a la guerre. Finalement, ils ne font pas leur travail. Ils ne font pas le travail. J'ai déjà eu l'occasion de les dénoncer à plusieurs reprises. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, qui est la MONUC ou qui n'est pas la MONUC, c'est comme on dit vulgairement, c'est kiff-kiff. Région de l'Est, région très sensible. Apparemment, il y a des rumeurs qui disent que bientôt encore la guerre va reprendre. Allez, on va rallumer le feu qui n'était pas complètement éteint. Non, bon, vous savez, c'est comme je vous dis, c'est toujours une question de volonté politique, c'est toujours une question d'intérêt partisan. Vous savez, aujourd'hui, si Kagame, je ne sais pas moi, il a besoin de je ne sais pas quoi, il agite chiffon rouge. Il y a quelques mois, il y avait Kunda, je crois, Kunda, il a fait des grabuges. Aujourd'hui, il est arrêté en résidence surveillée à Kigali. Aujourd'hui, on nous amène Tangana. C'est toujours comme ça. Vous voyez bien quel est exactement l'objet de ce conflit? Mais le conflit, il est simple. C'est intérêt financier. Pourquoi? Aussi longtemps qu'à l'Est, il y a des troubles, mais il y a des forces que j'appellerais des forces mafieuses qui tirent les richesses des ressources de l'Est. Il faut aller au... Je ne critique pas le Rwanda, je sais que j'en aurais envie, mais il faut voir aujourd'hui, le Rwanda se développe avec les richesses de l'Est du Congo, comme naguère. La Belgique s'est un tout petit peu développée avec les richesses du Congo. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. C'est les Congolais qui laissent les Rwandais contrôler ce secteur-là du pays. Ce n'est pas le problème du Rwanda. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est là montre l'incurie de la classe politique congolaise. C'est pour ça que nous voulons le renouvellement de cette classe politique, parce qu'elle est incapable de porter des solutions réelles de développement, même des vies décentes à la population congolaise. Et dans l'entretemps, il laisse l'Est à l'abandon. Il n'y a pas que l'Est. Il y a des troubles au Kasaï oriental, il y a des troubles au niveau de l'Équateur, le Congo a été toujours un terrain fertile pour des forces négatives, pour des forces mafieuses. Vous savez que depuis 1997, depuis que l'AFDL est entré au Congo ou à Kinshasa, jusqu'à ces jours, l'Est n'a jamais connu la paix. Hein? Tous les jours ici, on viole des filles, des femmes, on assassine, on tue, et tout ça au vu et au su de tout le monde. Et qui n'est pas au courant qu'à l'est du Congo, il y a des massacres qui se perpétuent? Qui n'est pas au courant? D'après vous maintenant, dites-nous, quelle est la solution? La solution, elle est simple. C'est d'abord changer les régimes à Kinshasa, mettre les gens qu'il faut, de la nouvelle classe politique, nous autres ici, renouveler la classe politique, et en cela mener une politique qui sera orientée vers le peuple congolais d'abord. D'abord le bonheur du peuple congolais, et aussi un autre point que les gens n'aiment pas, je sais que je vais choquer pas mal de gens, la configuration actuelle du Congo. C'est une configuration qui a été faite par le roi Léopold II pour son exploitation. C'est une configuration qui a été expressément pour être exploiter les richesses. Donc ce n'est plus une configuration qui est adéquate politiquement aujourd'hui pour mener ce peuple au développement. Je vais venir, pour mener ce peuple au développement. C'est pour ça qu'il nous faut au minimum
avoir une autonomie profonde au niveau des provinces pour que chaque province puisse se développer et puisse apporter le bien-être à sa population. C'est-à-dire les gens de l'Équateur puissent développer l'Équateur, les gens de Kasaï puissent développer le Kasaï, les gens de... Mais comment le faire parce qu'ils sont tous gérés par Kinshasa? Mais c'est ça que je vous dis. Vous m'avez demandé la solution. Je suis en train de vous donner ma solution. Ce n'est pas la solution du pouvoir actuel, ce n'est pas la solution de bon nombre même de mes compatriotes, mais ils viendront à la raison d'ici peu parce que la configuration actuelle du Congo est impossible de pouvoir, pour pouvoir construire une route à Massimanimba, on a l'autorisation du pouvoir central à Kinshasa. C'est plus possible, ce n'est pas possible. Cette autonomie que vous dites est dans les régions qui sont très pauvres. Comment ils vont vivre? Il y a, en République démocratique du Congo, il n'y a aucune province, aucune région qui est pauvre. Vous prenez les Bas-Congo. Rien que les Bas-Congo à lui seul... C'est toujours par rapport à d'autres. Non. Rien que les Bas-Congo, les études qui sont faites, rien que les Bas-Congo peut générer aujourd'hui entre 30 et 40 milliards de dollars de recettes par an. Depuis le jour que vous vous êtes aperçu que vous pouvez faire tout ça, pourquoi les gens ne font rien? Mais on se bat, on est là, on se bat. C'est pour ça que j'ai été candidat, c'est pour ça que je serai encore candidat. Les combats continuent. Mais pour revenir à de l'autonomie dont je parle, le Bas-Congo, quand vous regardez rien que le port, ce que peut rapporter le port de Matadi, vous n'avez même pas d'idée. Il y a des pétroles, à Mwanda, il y a des pétroles qui ne vont même pas au Congo. Hein, il y a le mercure. Le Congo, c'est une ressource en mercure rouge. Vous le savez, ça fait des années qu'on le sait. Mais je suis en train de vous donner... Mais vous ne faites rien, que ce Comment soit ça, on vous fait rien? Et d'autres. Mais je suis là, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je suis en train de faire la politique, on est en train de se battre. Pourquoi on est en train de se battre? C'est pour changer les choses. Pourquoi on veut changer les choses? C'est pour que cette situation cesse et qu'on passe à un autre étape. C'est pour ça qu'on est en train de se battre. Nous, on va passer à une autre étape. Il y a un grand événement qui s'est fait en Europe, la venue de François Hollande. Pensez-vous que ça va changer quelque chose au Congo? Moi, je suis libéral. Hein. Je suis libéral de conviction politique. D'ailleurs, j'ai milité même ici en Europe dans des partis libéraux. Mais il faut dire, j'ai salué à titre personnel l'arrivée de François Hollande pour plusieurs raisons. Parce que Sarkozy, surtout la politique qu'il a menée en Afrique, c'est une politique néocoloniale. C'est une politique de mépris à l'égard du peuple des peuples africains. Vous êtes sans ignorer de son discours de Dakar. Vous êtes sans ignorer de ce qu'il a fait, que ça soit... Vous savez, il a peut-être dit tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Ah ben vous savez, dans la vie, ça parfois... Ça a toujours été le cas. Dans la vie, parfois, il ne faut jamais dire tout haut ce qu'on pense tout bas. La preuve, ça lui a coûté son siège présidentiel. Est-ce que vous pensez que François Hollande viendra à Kin pour la francophonie? Mais j'espère qu'il ne viendra pas pour montrer au moins la désapprobation du processus électoral au Congo. Maintenant, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, ce n'est pas ça qui va changer la vie quotidienne de la maman qui est à Bumbu ou à Bandal, qui vit dans la misère, qui manque de l'eau, qui manque d'électricité, qui manque de quoi manger. Ce n'est pas parce que François Hollande viendra au Congo, à la francophonie, il va rester dans des salons IP de Kinshasa, que ça va changer les quotidiens du peuple congolais. Or, moi, personnellement, nous, ce qui nous intéresse, c'est le quotidien du peuple congolais, c'est le vécu, c'est la vie, c'est avoir une vie décente. Et je ne pense pas que c'est François Hollande qui va nous l'apporter. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Alors, vous avez un message particulier? Les messages, on a toujours des messages. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est surtout que le peuple congolais, surtout la jeunesse congolaise, la jeunesse, c'est pas, disons, toute la population congolaise prenne conscience de la situation dans laquelle on vit. En Europe, apparemment, il a déjà pris conscience. Hein. Certes, mais la prise conscience, il ne faut pas confondre non plus des luttes de gesticulation à la politique réelle. Tout ça, c'est positif. Qu'est-ce que vous leur proposez, ceux qui ont pris conscience? Non, moi, je voudrais d'abord répondre à votre première question, que le peuple congolais, la jeunesse prenne conscience, qu'il prenne son destin en main, qu'il y ait un renouvellement de la classe politique, que tous les gens qui sont au pouvoir, parce que vous savez qu'aujourd'hui encore, il y a les gens qui prétendent ou qui sont au pouvoir, qui ont travaillé avec Mobutu ou qui ont même travaillé avant, après en 1960. Il y a encore des gens, c'est pas possible. Il faut
que cela change, que la mentalité change, que la politique change, que les hommes changent pour qu'on ait un Congo nouveau. Voilà. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes quasiment... Moi qui vous remercie. Merci. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission. Moi, je vous retrouve à la prochaine avec un nouvel invité au prochain numéro. Merci. Au revoir.